Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Bock. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Piero San Giorgio qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique, paru en octobre 2011. Alors le but, ça va pas être de faire une revue du livre chapitre par chapitre, mais en fait d'analyser, en tout cas ça va être mon analyse, de ce que présente le livre, de la solution qu'il apporte et de ce qu'on peut en tirer comme conclusion dans notre monde actuel. Alors, simplement pour rappeler rapidement ce qu'est la structure du livre, on a une première partie qui s'attarde sur les causes en fait, de crises possibles qui peuvent apparaître dans le futur. Et la deuxième partie propose une solution pour évidemment ne pas subir les effets désastreux de ces crises, solution étant la base autonome durable, qui est un lieu dans lequel vous allez pouvoir subvenir à vos besoins de manière quasiment autonome. Ce qu'on peut vérifier par rapport aux crises qui ont été énumérées dans ce livre, donc il y a environ 10 ans déjà, c'est que le constat est juste. C'est-à-dire que déjà de base, une croissance infinie, à la fois monétaire, économique et de population, dans un monde qui est fini, c'est impossible. Donc ça, c'est un constat très fondamental en fait, qui est vraiment la trame de toutes les crises qui vont apparaître. On voit que la courbe de la population continue d'augmenter, que l'utilisation des énergies continue d'augmenter, et on voit que de plus en plus le système économique est attaqué, les dettes sont de plus en plus hautes, l'incertitude financière est de plus en plus grande, que la dégradation écologique continue, on voit les feux de forêt qui augmentent, etc. etc. Donc toutes les courbes, en fait, qui ont commencé d'exploser dans les années déjà, enfin après la guerre même, continuent leur petit chemin. Et donc on est encore dans un scénario de convergence des catastrophes. C'est-à-dire que il y a tellement d'indicateurs qui passent au rouge sur des tendances très longues que forcément à un moment donné, ça peut être dans les prochaines années, ça peut être dans les prochaines dizaines d'années, mais en tout cas très probablement de notre vivant, nous allons connaître un grand bouleversement qui peut être progressif, mais du mode de vie que nous avions connu jusqu'à présent, c'est-à-dire celui des années 60, 70, 80, 90, 2000. Et qui peut ressembler par certains aspects à ce qu'a connu Nauru, une petite île du Pacifique, qui avait surexploité ses ressources et qui s'est retrouvé sans rien à la fin quand il n'y avait plus de ressources. Donc voilà, et s'il n'y a qu'un graphique à retenir, c'est celui du pétrole. Vous ouvrez d'un côté le graphique de la consommation du pétrole et de l'autre la population mondiale et vous voyez que les deux se corrèlent en fait. Et ce qu'on en déduit tout simplement, c'est que le pétrole a permis l'explosion de la population, comme l'avait permis avant lui le charbon, puisqu'en fait ces énergies nous servent comme des esclaves. C'est-à-dire que comme M. Jancovici avait calculé, on a environ 200, je crois, esclaves énergétiques par personne qui travaillent pour nous sans qu'on sache, qui sont sous forme de pétrole, étant donné que c'est une énergie qui est extrêmement concentrée et qui nous permet de déplacer des dizaines de tonnes sur la route sans que ça coûte grand-chose, quoi. Donc quand ces énergies fossiles s'épuiseront, comment allons-nous garder ce rythme de croisière que l'on a pris depuis la fin de la guerre, sachant que les énergies renouvelables, électriques, etc., ne permettent pas pour l'instant de remplacer tous les usages qu'on a du pétrole, notamment les usages thermiques. Donc le constat qui est fait dans la première partie du livre, il est toujours d'actualité et on voit qu'il se renforce. Deuxième partie du livre, la description de la solution qui est proposée. Donc en fait c'est un retour à l'autonomie et à l'indépendance, plus ou moins, concernant 7 éléments. Donc il y a l'eau, avoir de l'eau en quantité suffisante, potable, la nourriture, savoir produire sa propre nourriture, la santé, être conscient de sa santé, prévenir les problèmes plutôt que subir les conséquences, l'énergie, comment avoir sa propre énergie ou même comment s'en passer, la connaissance, c'est-à-dire stocker des connaissances sur des supports imprimés, apprendre
des choses qui sont utiles, je sais pas, réparer un vélo, faire un feu dans toutes conditions. La défense, comment défendre son domicile et sa nourriture. Et le lien social, comment faire un réseau de proximité dans lequel on va pouvoir échanger. Donc, le but, en fait, c'est que vous puissiez subvenir à vos besoins primaires et à ceux de votre famille le plus possible vous-même, sans avoir recours à un service extérieur, à l'État ou à une entreprise ou à un magasin. Donc là, on voit bien clairement la partie problème-solution. Alors, moi, ma première remarque, ça va être de dire que la solution de la BAD, donc la base autonome durable, ce retour en fait à l'autonomie, est a priori contre nature. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que dans une BAD, vous devez quasiment savoir tout faire vous-même, en vous passant le plus possible de la communauté humaine. Or, ce qu'on constate dans l'histoire, c'est que l'homme a toujours vécu en société, en communauté, et notamment dans une forme urbaine, qui est la ville, et qui était entourée de campagnes, notamment des fermes, des petits villages qui étaient productifs de nourriture. Donc cette volonté d'autonomie, de vouloir tout faire soi-même, c'est contradictoire avec le fait d'être en ville, d'avoir qu'un appartement et de dépendre en fait de la nourriture de la campagne. Alors on en dépend en fait parce qu'on échange un service. Donc si vous êtes médecin, si vous êtes policier en ville, vous fournissez un service qui est utile aux paysans. Donc voilà, c'est une boucle d'échange économique comme ça qui se fait entre les deux systèmes ruraux et urbains. Or là, la solution de la BAD, c'est vous passer de tout, le plus possible. Alors évidemment, on ne peut pas se passer de tout, notamment les hôpitaux, etc. Mais c'est vraiment la volonté de tout avoir sur son terrain, de tout savoir faire soi-même, de ne dépendre de rien, enfin en tout cas le moins possible. Et si on pousse le raisonnement de la BAD jusqu'au bout, si tout le monde se met à avoir une BAD, en fait on n'a plus un pays avec des villes vraiment et des campagnes. On a un pays qui est une sorte de zone pavillonnaire géante, hein, avec des pavillons qui ont 1 hectare de terrain chacun et qui sont éparpillés comme ça. C'est un type de paysage qu'on retrouve notamment c'était en Bosnie, quand j'étais allé. Vous avez une maison, 400 mètres plus loin, derrière vous avez une autre maison, après, enfin, tout est éparpillé comme ça. Sauf que le problème de cet urbanisme, c'est que on perd la ville. Les gens perdent la confiance en la ville parce qu'ils perdent la confiance dans les agriculteurs et dans la capacité de survivre simplement avec un appartement et simplement avec leur travail. Or, c'est la ville qui permet l'innovation. C'est la densité, c'est la proximité entre plein de cerveaux différents qui permet de faire émerger des nouvelles technologies, de générer des arts, de la culture. C'est aussi ce qui permet d'avoir des décisions politiques concertées entre tous les acteurs. Et il y a des services qui nécessitent une masse critique de clients. Par exemple, un aéroport a besoin d'une forte densité, ou alors une université. La défense aussi d'une ville est plus facile que la défense de la campagne. Parce qu'on peut faire un mur, on peut faire des tours, et donc notamment au Moyen-Âge ou dans la période antique, les villes étaient fortifiées. Et les gens se réfugiaient en ville. Donc c'est pour ça que depuis environ 4000 ans, c'est vraiment les villes qui dominent, qui jalonnent un peu l'histoire, avec leurs campagnes environnantes, hein, aux alentours. Qu'est-ce que serait l'Empire romain sans Rome ? Qu'est-ce que serait l'Empire français sans Paris ? D'ailleurs, si vous regardez le paysage autour de chez vous, notamment l'ancien paysage, vous observez qu'en fait il y avait une ville qui était près d'un fleuve, par exemple, dans une zone très favorable à la vie, et qu'autour d'elle il y avait une campagne, hein, un arrière-pays qui était productif. Donc c'est pour ça que je dis que c'est contre nature, a priori, le modèle de la BAD, c'est parce que ça suppose que vous ayez un terrain assez grand pour produire votre propre nourriture. Donc vous ne pouvez pas être en ville. Vous devez être dans une sorte de milieu entre la ville et la campagne. Alors on peut a priori avoir un appartement par exemple, et puis un bout de terrain que l'on cultive, mais dans le cadre de la montée de l'insécurité, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un terrain isolé que vous ne pouvez pas surveiller, parce que vous allez vous faire piller.
Donc c'est pour ça que le modèle de base autonome durable, ça suppose d'avoir un vrai terrain à côté de chez soi. Et si tout le monde fait ça, il n'y a plus de ville en fait. De plus, cette solution qu'on peut penser totalement individualiste est aussi vulnérable. Parce que vous ne pouvez pas vous protéger de la même manière quand vous vivez tout seul, isolé, que en ville. Notamment le phénomène des invasions et des attaques de 4x4 Toyota, comme on voit en Afrique du Sud. Ça, si vous êtes dans un environnement très isolé, vous allez être facilement victime. Alors certes, vous pouvez vous défendre, mais vous êtes quand même très vulnérable, vous êtes loin de la police, loin de la gendarmerie, ils vont mettre du temps à venir, et donc en 30 minutes, beaucoup de choses peuvent se passer déjà. Aussi, ce système d'autonomie individuelle, il est moins résilient par rapport aux éléments, tout simplement. C'est-à-dire que si vous êtes étalé, vous allez être plus sujet aux inondations, aux coups de vent, etc. Dès qu'il y a un fil électrique qui va tomber, votre maison elle va être isolée pendant des semaines, parce que tout le monde veut son petit fil électrique. Donc ce refus de la mise en commun, ce refus de la vie en communauté dans une ville, a des désavantages. Il y a aussi tout ce qui est réseau d'eau. C'est beaucoup moins cher de faire un réseau d'eau pour une ville que faire un réseau d'eau pour une zone très étendue, puisque tout simplement il faut plus de canalisation, il faut monter, descendre, même le coût d'entretien est plus élevé, donc ça coûte beaucoup plus cher. On peut penser aussi au ramassage des ordures, qui est beaucoup plus compliqué et plus cher. Et pour revenir sur l'eau, quand une ville décide, à travers la force de sa population, de faire un réseau de captage autour d'elle, par exemple dans une rivière, dans un fleuve, dans une nappe phréatique, et ensuite décide de faire un système pour rapatrier l'eau vers elle, eh bien ce système est beaucoup plus résilient qu'un système autonome d'une maison, où en fait vous habitez chez vous et vous avez un puits, 2 au maximum, et vous avez un réservoir pour l'eau qui tombe sur votre toit, mais vous avez que ça. Donc quelque part, si votre puits est sec, et si ça pleut pas pendant trop longtemps, vous allez être très très vite à sec, contrairement à la ville qui, elle, aura eu la capacité financière de faire de grands canalisations pour aller choper une rivière plus loin, etc. Donc c'est pour ça qu'on peut être surpris un peu par ce que propose l'auteur en se disant mais pourquoi prôner un retour à l'individualisme, à l'autonomie, alors que l'humain a toujours survécu en communauté, dans la solidarité, etc. Eh bien c'est parce qu'on a été trop habitué au modèle communautaire national et à l'État. Ce système qui fonctionne très bien depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est en train d'être remis en cause. Et donc la solution de la BAD quasi autonome, c'est pas une solution de long terme, en fait, c'est une solution pour passer les crises qui vont arriver. Et même si a priori c'est quelque chose qui est contre-intuitif, puisque c'est vrai que l'humain survit mieux en communauté, en fait on va devoir en passer par là pour survivre aux conséquences des crises qui vont arriver. Et d'ailleurs on voit que le coronavirus, l'épidémie de 2019, est un événement qui vraiment prouve cette faiblesse des États à réagir, cette lenteur en tout cas, et que la préparation individuelle devient de plus en plus importante pour survivre. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, en tout cas en Europe occidentale, de l'Ouest, quasiment personne n'avait connu des pénuries, quasiment personne n'a connu de crise majeure, et en gros, vous pouviez survivre dans votre 2 pièces à Paris avec simplement votre carte bancaire et votre abonnement au métro. Parce que l'État s'occupe de tout. Donc c'est pour ça que quand on dit aux gens, à des gens comme ça, qu'il va falloir s'occuper d'eux-mêmes vraiment le plus possible à 100%, qu'il va falloir produire la nourriture, s'assurer de l'approvisionnement en eau, c'est incompréhensible. Parce que pour eux, toute leur vie, et même leurs parents, ils n'ont jamais eu besoin d'avoir à s'occuper de leur survie primaire. Donc pendant tout ce temps, on a vécu en fait dans une société qui était très confortable. Voilà, on était anesthésié dans de la ouate, dans du coton, complètement en dehors des gros problèmes, parce qu'il y avait toujours un service qui venait nous aider, il y avait toujours les pompiers, il y avait toujours la police, il y avait toujours la sécurité civile, il y avait toujours quelqu'un, souvent de l'administration d'ailleurs, qui venait nous aider en cas de coup dur. Mais en fait, un des messages du livre, pour moi, tout ça c'est mon analyse, personnelle évidemment. Donc un des messages du livre, c'est que cette époque confortable,
est en train de prendre fin, pour plusieurs raisons que je vais détailler après, et que même, on se rend compte que de plus en plus, c'est notre État qui agit contre nos intérêts. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Depuis la fin de la guerre, comme j'ai dit, on était habitué à ce que l'État nous protège. Or là, on va entrer dans un monde où non seulement l'État ne va plus savoir nous protéger, mais en plus, il va agir contre nous. Donc, en fait, ce que acte ce livre, et pour moi c'est son message le plus puissant, c'est que quand on est un père de famille qui veut protéger ses enfants, on ne peut plus faire confiance à l'État autant que ce qu'on lui faisait confiance jusqu'à présent. Et même, on peut presque plus faire confiance à notre communauté nationale. Et ça, c'est très anti-naturel, puisque naturellement, l'homme est inséré dans une communauté nationale, il a un gouvernement qui est censé le protéger, donc quelque part, il leur fait naturellement confiance. Mais là, au vu des catastrophes qui vont arriver, cette confiance va être sérieusement remise en question. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que en 2020, on peut de moins en moins faire confiance à son État, en particulier quand on habite en Europe de l'Ouest et en particulier quand on habite en France? Parce que, d'abord, c'est la fin de l'homogénéité nationale. Il y a de plus en plus de lignes de fracture dans le pays, sur des fonds qui sont à la fois de classe, socio-économique, par exemple on l'a vu avec les gilets jaunes, qui sont religieux, on le voit avec les attentats, avec les revendications, et qui sont ethniques. On le voit dans les débats et dans la ségrégation résidentielle. Donc si jusqu'à présent, la solidarité naturelle d'un peuple pouvait nous protéger, eh bien on peut compter de moins en moins dessus. Voilà, quand on voit au Japon, ils ont des séismes, des tsunamis, des ouragans en même temps, et après ils font la queue sagement pour attendre l'aide du gouvernement. Mais est-ce qu'en France ça marcherait vraiment, ça? Donc on est dans un pays qui n'est plus homogène, qui n'est plus solidaire naturellement. On peut craindre le pire quand il y aura des vraies catastrophes sérieuses, et je pense notamment à des crises économiques graves, des coupures d'électricité. Par exemple, il y a une centrale qui a un problème, on décide de couper la moitié des centrales, et d'un seul coup, il n'y a plus assez de courant, en plein milieu de l'hiver. Comment on fait? Et je pense aussi aux inondations. Je pense qu'une inondation de la Seine à Paris aura des conséquences vraiment désastreuses, et là, on verrait à quel point la solidarité nationale n'est plus actuelle. Donc ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, on a un État qui perd sa souveraineté. C'est-à-dire que les décisions de l'État français ou même d'un autre État européen sont de plus en plus repoussées au-dessus et déléguées en fait à l'Union européenne, voire à l'ONU. L'État n'est plus décisionnaire sur certains sujets, sur ses politiques. Il doit se conformer à des règlements supérieurs. Ensuite, on est de plus en plus dépendant aux circuits d'approvisionnement internationaux, notamment alimentaires. Quand on voit tous les aliments qui font le tour de la planète pour arriver dans le magasin près de chez nous, eh bien ça c'est une perte de souveraineté, puisqu'on n'est plus capable de fournir à 100% les aliments dont nous avons besoin. Ensuite, on a aussi la libre circulation. Tout le monde peut entrer, sortir du pays comme il veut. Et donc ça veut dire que l'État ne contrôle pas ses frontières, il ne contrôle pas son espace intérieur, et ça signifie vraiment que voilà, il a perdu son influence au sein de son pays. Et on a aussi évidemment toutes les attaques des lobbies divers et variés sur le gouvernement français. Et troisième fait qui montre qu'on peut de moins en moins faire confiance à l'État, c'est que la structure de l'État va être dépassée par les crises qui vont arriver. Donc là, on a eu un exemple avec le coronavirus. En fait, on met des gens au pouvoir qui sont élus simplement pour 5 ans. Donc ils n'ont pas le temps forcément de se préparer à se former. Ils n'ont pas l'expérience. Pour gérer une crise, il faut avoir une vraie expérience de terrain. Donc non seulement on n'a pas un système qui permet d'accumuler l'expérience au niveau de la direction, en plus on n'a pas eu de crise qui nous rappelle tous les 5 ans, tous les 10 ans, qu'on doit être préparé, qu'il faut faire face aux choses. Et en fait, le fait de ne pas subir de crise pendant un certain moment fait qu'on se laisse aller tout simplement les choses, et on construit des choses qui ne sont pas résilientes, que ce soit au niveau social ou au niveau urbain.
On voit que l'État actuellement est dépassé par l'insécurité, notamment dans les campagnes. Je vous renvoie à l'histoire de Jean-Louis Leroux, un agriculteur qui a déposé plainte plus de 30 fois et il n'y a jamais eu de résultat. L'État ne veut pas, parce que moi je pense qu'il peut, mais il ne veut pas résoudre le problème de l'insécurité. Il laisse les choses pourrir, il laisse le trafic augmenter, etc. Il n'y a pas de contrôle aux frontières, donc il ne maîtrise pas la sécurité à l'intérieur de son propre espace. Donc, en résumé, ces trois éléments, la fin de l'homogénéité, la perte de souveraineté et la structure étatique qui va être dépassée, sont les éléments qui font que, encore une fois, quand vous êtes un père de famille, quand vous êtes quelqu'un de responsable, quand vous voulez vivre, eh bien, vous pouvez de moins en moins compter sur ce qui était la tradition de confiance, c'est-à-dire que vous faisiez confiance à votre État et à votre communauté nationale pour vous aider pendant les moments durs. Et donc c'est là qu'arrive la solution de la BAD. C'est-à-dire que face à cette perte d'efficacité, on a automatiquement un repli qui peut être individualiste, mais qui est surtout communautariste. C'est-à-dire qu'on change d'échelle. On ne fait plus confiance à la nation, on fait confiance à son petit réseau local qu'on connaît très bien. Et c'est différent en fait de l'individualisme et de l'égoïsme, méchant on va dire, puisque on fait ça pour donner un avenir à notre famille. On fait ça pour s'inscrire dans une communauté locale qu'on va aussi aider. Donc c'est juste qu'on change d'échelle. En fait, on a perdu la foi en la nation, en le pays, et on se replie sur quelque chose de plus local, de plus réel. Donc en fait, c'est une sorte de retour au mode de vie des grands-parents, d'une certaine manière, au niveau de la vie quotidienne, je parle, puisque bon, ils étaient contraints pour des causes technologiques, et parce qu'ils étaient témoins de nombreuses guerres, donc ils avaient naturellement un réflexe d'autonomie, de stock, etc. Donc c'est pour ça, je pense que l'auteur a amené cette solution. C'est un repli individuel et communautaire. On acte du fait que l'État ne peut plus assurer notre sécurité à la fois actuellement et à la fois dans le futur, et on prend les choses en main. D'ailleurs, c'est l'occasion de prendre son destin en main. Cette marche vers l'autonomie, c'est l'occasion de diminuer son stress, qui est dû à l'incertitude de ce qui va se passer. Est-ce que l'État va pouvoir nous aider ou pas? On prend le pire des cas et on agit. C'est aussi l'occasion de se rapprocher d'un mode de vie qui est ancestral, de la nature, de redécouvrir les choses qui sont basiques, mais qui sont essentielles. Par exemple, produire sa nourriture, le fait d'observer la météo, de vouloir qu'il pleuve pour pouvoir faire grandir les plantes, de prévoir l'hiver, etc. Tout ça, c'est une facette de notre humanité et même de notre identité européenne qu'on a oubliée. On change d'échelle, on ne voit plus la vie à travers un grand État, on la voit simplement à travers notre communauté locale. Et c'est vrai que ça, quelque part, c'est un peu un retour en arrière. Et c'est aussi dur quand on a une mentalité d'un grand État centralisé à la française, qui a toujours eu l'habitude de prendre en charge les conséquences des catastrophes. Alors bien sûr, ce mode de vie, il ne pourra être que transitoire, puisque même si on ne peut plus faire confiance à 100% à l'État actuellement, eh bien la forme étatique, enfin la forme de la nation, la forme de l'État-nation, du gouvernement, ça reste la chose la plus efficace, la plus forte pour se défendre. Puisque, encore une fois, produire sa nourriture, ça veut dire avoir son terrain, et défendre sa nourriture, ça veut dire vivre sur son terrain. Donc ça veut dire vivre dans une maison avec un grand terrain autour. Ce qui veut dire être plus ou moins isolé en campagne, et ce qui veut dire historiquement être un agriculteur. Et si vous ne pouvez pas être un agriculteur, par exemple, est-ce que demain, si le pétrole s'arrête, vous êtes en mesure de survivre économiquement dans votre maison isolée à la campagne? Est-ce que vous pouvez aller en ville, faire les trajets pour aller chez le médecin? Est-ce que vous pouvez emmener les enfants à l'école? Est-ce que vous pouvez aller à l'usine, par exemple? À pied, en vélo, à cheval, ou en train, mais en tout cas sans la voiture. Essayez de vous projeter comme ça dans un monde sans pétrole, un monde sans l'aide de cette magie du sol, qui est le pétrole, et qui nous a mis dans la civilisation thermo-industrielle, ce qu'on appelle, depuis que les voitures existent en gros, qui est un monde très spécial,
une période très courte dans l'histoire de l'humanité, et donc on ne peut pas se baser dessus pour faire un scénario à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc pensons sans pétrole, pensons sans voiture. Est-ce que votre BAD sans voiture, vous pouvez quand même y habiter? Donc c'est pour ça que moi je crois, c'est mon avis, que ce repli qui est local, qui est communautaire, ne pourra être que passager, puisqu'on ne va pas pouvoir survivre indéfiniment en faisant à peu près tout, et qu'à un moment donné, notamment par rapport à des problématiques internationales, on va devoir se restructurer en ville-campagne. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal, parce qu'on se dit, ok, donc pour survivre au manque du pétrole, il faut se mettre dans une position où possiblement on va subir le manque du pétrole. Et oui, il y a vraiment un art à trouver. En fait, notre société est tellement sur des lignes de fracture immenses, c'est tellement déformé à cause de l'arrivée du pétrole qu'on ne peut plus repasser sur un mode de vie ancien à 100%, et qu'il faut essayer de trouver un compromis, une forme de compromis. Et donc, un des meilleurs compromis, c'est d'aller vers l'autonomie, de continuer à garder un pied dans le monde moderne, et tous les avantages qui vont avec, et d'attendre que les crises passent, que les remous passent, et à un moment donné, on sera tellement détruit, la société sera tellement détruite qu'il y aura un besoin de reconstruction, et c'est à ce moment-là qu'on pourra refaire un monde qui sera véritablement national, et qui sera véritablement solidaire, qui est, selon moi, la seule manière pour un peuple de survivre à long terme. Donc de manière simplifiée, ce que je pourrais dire, c'est qu'en France, vous avez besoin vraiment de penser à ça, de penser à la BAD. Mais par exemple, si vous êtes japonais au Japon, au final, vous n'avez pas tant besoin que ça de penser à votre BAD. Puisque je pense que les Japonais peuvent encore faire confiance à leur gouvernement et à leur peuple pour passer au travers des crises. Et d'ailleurs, par rapport à l'emplacement de la BAD, donc moi j'ai écrit un bouquin sur le sujet, et j'en suis arrivé à la conclusion que, au lieu de choisir entre BAD rural et BAD urbaine, ou une sorte de compromis entre les deux, il fallait avoir les deux, en fait. Il fallait avoir un endroit à la campagne où vous pouvez faire votre propre nourriture, qui sera moins facile d'accès, etc. Et il faut avoir votre appartement en ville pour être proche de toutes les commodités. Évidemment, les deux étant situés dans des endroits qui vous correspondent et qui sont résilients. Alors vous allez me dire, c'est trop cher, peut-être. Moi, par exemple, c'était trop cher pour moi. Mais il faut commencer par des petits terrains, des petites choses, voilà. Et puis, au fur et à mesure de la vie, quand vous gagnez de l'argent, bien vous améliorez ces deux endroits-là. Par exemple, vous pouvez commencer par l'appartement en ville pour profiter encore du monde moderne, faire de l'argent et préparer à côté votre solution de repli qui sera plus située à la campagne, qui sera située dans un endroit que vous aimez, dans lequel vous avez du réseau, ou alors la famille de votre compagne, etc., où vous allez pouvoir avoir une sorte de repli possible, et où les risques que vous pouvez avoir en ville, vous ne les rencontrerez pas à la campagne. Donc vous faites un équilibrage des risques comme ça. Donc, par exemple, si vous avez une centrale nucléaire à 15 km de votre appartement, disons à 50 km de votre appartement, eh bien faites en sorte que votre BAD rural ait une centrale nucléaire à au moins 150 km. Oui, faites un équilibrage des risques de manière à ce que vous ayez toujours une porte de sortie, quoi qu'il arrive. Donc, la conclusion de mon analyse, c'est de dire que les risques qui sont cités dans le livre, ils sont déjà arrivés, il y a plein d'exemples, et dans d'autres pays, parfois à d'autres époques, mais l'Europe de l'Ouest n'est pas immunisée contre ça. On est aussi vulnérable, et on va y avoir droit à un moment ou à un autre. Et à ce moment-là, l'État sera très fragilisé, et en tant que citoyen, on ne pourra plus compter à 100% sur l'État. Alors, il y aura toujours bien sûr des services qui fonctionneront, mais de moins en moins au quotidien, on pourra compter sur la police, sur les pompiers, sur le réseau d'eau, etc., sur l'éducation, pour vraiment subvenir à nos besoins. Et quand ces crises arriveront, ce sera trop tard pour se préparer bien et pour trouver une bonne localisation, pour s'entraîner, pour se documenter et pour se préparer aussi psychologiquement. Donc c'est pour ça que la démarche d'abandonner sa confiance à l'État et à la communauté nationale est quelque chose à essayer de franchir le plus rapidement possible pour que vous puissiez vous engager dans ce processus d'autonomie le plus vite possible. Et c'est là que je suis reconnaissant à Piero San Giorgio de diffuser gratuitement, depuis environ 10 ans, des conseils
pour se préparer. Et surtout, moi, la valeur que je vois, c'est qu'il arrive à changer notre regard sur les risques et sur les crises. On perd un peu notre naïveté, notamment concernant l'État. Et voilà, il arrive à changer nos croyances de confiance en l'État, ce qui fait qu'après, on peut prendre notre destin en main et préparer notre avenir nous-mêmes. Donc même si pour des raisons financières, j'ai pas pu constituer de BAD, ou plutôt de double BAD, j'ai quand même beaucoup progressé sur mon attitude à avoir, sur ma faculté à identifier les problèmes, de sorte que je pense avoir un gros temps d'avance sur les gens qui sont restés dans ce complètement qui ont encore la foi dans la société de consommation industrielle, thermique, etc. Et que je suis déjà prêt, en tout cas psychologiquement, j'espère, pour le monde d'après. Et je peux vous assurer que pour faire la transition, il faut beaucoup de temps, parce que même quand vous écoutez les discours, il faut un certain nombre de mois, d'années pour les intégrer, pour les accepter. Donc plus tôt vous le faites, et mieux ça sera. Et je précise que tout ça, c'est disponible gratuitement dans des vidéos. Vous pouvez acheter les livres ou pas, vous n'êtes pas obligé. Mais les livres sont quand même mieux dans le sens où ils sont le résultat d'une structuration mentale et où il y a eu un vrai effort de présenter les choses. Et en plus, vous avez une vraie version papier qui résiste au temps, aux coupures d'électricité, etc. Et si vous êtes pauvre ou si vous avez un blocage psychologique pour le fait de donner de l'argent pour des conseils et de la connaissance, il n'y a aucun problème, tout est disponible en ligne sur YouTube. Pierrot a fait des centaines de vidéos sur le sujet. Moi-même, j'essaie d'en faire pour que vous puissiez trouver une localisation qui corresponde à vos besoins et qui soit résiliente. Donc tout est disponible, il y a juste à passer un peu de temps à les écouter. Voilà. C'était Grégory Book, merci de m'avoir écouté et à bientôt.